INA Podcast. Affaire Simone Weber, épisode 2. Partie de pêche macabre à Poincy-sur-Marne. Simone Weber est incarcérée à la prison de Nancy, où elle est en détention provisoire depuis le 10 novembre 1985. De sa petite voix haut perchée, avec son regard bleu exorbité et ses cheveux soigneusement permanentés, elle continue, vaille que vaille, de clamer son innocence dans l'affaire Bernard Etier, ce quinquagénaire qui a disparu depuis plus de 7 mois. Les dernières traces de la victime mènent pourtant tout droit à Simone. Dans l'épisode précédent, la police a découvert qu'elle se trouvait en possession de la voiture du disparu. Mais elle a aussi confié à sa sœur Madeleine des documents personnels appartenant à Bernard. Son chéquier, son passeport, sa carte grise. Les proches du disparu affirment tous qu'elle ne cessait pas de le suivre, de le harceler. De surcroît, la police a découvert chez elle des armes et tout un attirail de faussaires. Cela fait tout de même beaucoup pour quelqu'un qui n'aurait rien à se reprocher. Jour après jour, plus les enquêteurs avancent dans leurs investigations et plus ils sont convaincus que Simone, sous ses airs de petite dame bien comme il faut, a tout simplement tué son ancien amant et fait disparaître le cadavre. Oui, mais comment ? Et pourquoi ? Sans preuve formelle, ces questions sont toujours sans réponse. Car rien ne semble pouvoir déstabiliser la suspecte. Elle continue de tout nier en bloc, à grand renfort de versions contradictoires, malgré tous les efforts déployés par les policiers. Et le juge Thiel va la soumettre à pas moins de 77 auditions, au cours desquelles elle fait preuve d'un aplomb digne d'un truand endurci. 17 ans après les faits, le journaliste de France 2 Christophe Ondelat reposera en 2002 à Simone la question que lui posent inlassablement dès 1985 les policiers et le juge. Simone Weber, avez-vous tué votre ancien amant, Bernard Etier? Je n'ai pas tué cet homme-là. Et pourquoi ? Moi, je suis d'ailleurs toujours persuadée qu'il est vivant. Je suis innocente. Oui. Simone persiste donc à affirmer haut et fort que Bernard Etier est toujours vivant. Mais elle est bien la seule. Dès l'hiver 1985, le juge Gilbert Thiel et les deux principaux enquêteurs, les commissaires de police Christian Jacques et Alain Lambolaise, sont convaincus qu'ils ne retrouveront plus Etier vivant. Et que c'est Simone qui a orchestré cette inexplicable disparition. Ils l'estiment parfaitement capable d'un acte machiavélique. Ils ont vite compris que Simone n'est pas un personnage ordinaire. Ils ont appris à se méfier d'elle. Dans leur rapport, les enquêteurs mentionnent qu'il se dégage de cette femme une personnalité étrange aux multiples facettes. Au sens strict, d'abord, elle a 3 identités différentes. Lorsqu'elle ne fait pas usage de son nom de jeune fille, Simone Weber utilise le patronyme de son tout premier mari et se fait appeler Simone Thuot. Et quand cela l'arrange, elle devient Simone Fixard, du nom de son dernier époux. Pour ne rien simplifier, elle vit entre 3 domiciles. Son appartement, rue de Kronstadt à Nancy, et de l'autre côté de cette même ville, celui de l'avenue de Strasbourg, qui est au nom de sa sœur Madeleine. Sans oublier un pavillon qu'elle a hérité de son dernier mari, à Rosières-aux-Salines, à 15 km de Nancy. Les policiers perquisitionnent méthodiquement chacun de ces logements. Mais c'est à Rosières-aux-Salines qu'ils ont le plus de travail, dans cette maison encombrée d'une multitude de sacs poubelles et de tout un capharnaüm d'outils et de pièces de bricolage de toutes sortes. C'est d'ailleurs une caractéristique non négligeable de la personnalité de Simone. Cette femme est une obsessionnelle qui ne jette rien. Et c'est aussi une bricoleuse chevronnée qui rachète et retape des vieilles voitures qu'elle revend ensuite pour arrondir ses fins de mois.
Simone sait se servir de beaucoup d'outils, capable de les utiliser et de les démonter. Elle s'est rafistolée et tranchée dans le vif. Un détail bien plus important qu'il n'y paraît pour avancer dans cette affaire. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Les policiers passent au peigne fin les moindres recoins du pavillon, sondent les murs, le plancher, retournent le jardin. Que cherchent-ils ? Des indices, oui, bien sûr. Mais surtout, un corps qu'ils ne trouvent pas. Comment Simone, si c'est bien elle qui a fait disparaître Bernard Etier, a-t-elle pu se débarrasser du cadavre ? Et où ? De manière complètement fortuite, un début de réponse va faire surface le dimanche 15 septembre 1985. Ce jour-là, alors qu'il taquine le goujon dans un bras mort de la Marne, Marcel Rabot, un pêcheur de Poincy en Seine-et-Marne, repère un objet volumineux coincé entre deux racines immergées. Il s'approche avec sa barque. C'est une grosse valise qui semble toute neuve. Poussé par la curiosité, le pêcheur avance dans l'eau, accroche le bagage avec une corde et le tire jusqu'à la berge. Immédiatement, l'homme se rend compte que quelque chose ne va pas, comme il l'explique à l'époque au micro d'un journaliste de l'Est républicain. C'est l'odeur qui m'a intrigué un petit peu. L'odeur, et puis après c'était quand j'ai commencé à prendre la valise, et puis j'ai vu qu'elle était avec une ceinture, et puis un poids, que c'était lesté. Ça m'a paru un peu bizarre. Un parpaing est attaché à la poignée de la valise. Pour la remonter, Marcel Rabot demande de l'aide à deux autres pêcheurs. On a tiré la valise, il est sorti un jus un petit peu rosé de la valise en même temps. Donc ce jus rosé, ça m'a piqué, qui puait, donc j'ai dit on touche pas. On la met là et puis on n'y touche pas, j'attends. Ouais, j'attends les gendarmes, donc ils sont partis chercher les gendarmes, les deux autres pêcheurs. Les gendarmes pensent trouver dans la valise le cadavre d'un animal, un chien ou pourquoi pas un cochon jeté à l'eau. Un gendarme ouvre la valise et découvre des sacs poubelles. Il a mis un coup de cutter, il a ouvert le sac, le premier sac. Bon, il a vu qu'il y en avait un deuxième, bien scotché encore, il a fait un deuxième. Puis après, il a mis un coup de cutter dedans. Et puis, il a senti que c'était mou dedans. Et puis, il a dit, tiens, c'est là qu'il a parlé de l'histoire du cochon, quoi. Hein. Et il a remis un coup de cutter, il a ouvert, et là, on a vu, bon, c'était en décomposition, blanc. On a vu, et c'est là qu'on a vu la paire de fesses, quoi. On voyait carrément que c'était une paire de fesses, c'était pas un cochon, hein. Et donc, tout le restant du tronc humain, puisque plus de tête, plus de bras, plus de jambes. Un tronc humain. C'est donc bien un bout de corps en état de décomposition avancée qui a stagné de longues semaines dans l'eau et qui est découvert 3 mois après la disparition de Bernard Etier. Lorsqu'ils apprennent cette macabre découverte, les enquêteurs Christian Jacques et Alain Lambolaise décident de vérifier si elle a un lien éventuel avec leur affaire. Mais l'identification de ce tronc humain, parce qu'il a séjourné plusieurs mois dans l'eau, s'annonce particulièrement difficile. Le contenu putréfié de la valise sera étudié pendant plus de 9 mois. Une radio du bassin de Bernard Etier est comparée à celle de ce morceau de corps, repêché dans la Marne. L'expert légiste, le professeur Henri Coudane, est formel. Les deux ossatures sont identiques. Selon lui, l'analyse est fiable à plus de 99%. Mais pour les avocats de Simone Weber, 99% ce n'est pas 100%. Ils soutiennent donc que cette identification n'est pas recevable. Le juge Thiel va alors ordonner de multiples analyses complémentaires. Il fait même appel à un laboratoire strasbourgeois à la pointe de la recherche génétique. Mais en 1986, l'identification par analyse de l'ADN n'en est qu'à ses débuts. Finalement, l'origine exacte du tronc de Poincy ne peut pas être déterminée avec certitude. En revanche, la police demande aux filles de Bernard Etier d'examiner la fameuse valise à roulettes. Patricia Etier n'a aucune hésitation. Elle est formelle, elle reconnaît le bagage. Le 20 janvier 1987, au micro de Didier Bouillot, journaliste de Lorraine Soir, la fille du disparu est désormais sans espoir. Le corps sans tête dans la valise serait bien celui de son père.
D'après le juge, il ne veut pas se prononcer. Nous, on est décidés, on est sûr que c'est ça, sûr. Pas de doute. D'après les éléments, il ne peut pas y avoir deux corps qui aient les mêmes défauts. Non, c'est certain, c'est lui. La valise mystérieuse pourrait bien receler d'autres indices que le juge Thiel va tenter de décrypter, en ordonnant une nouvelle perquisition dans la maison de Simone. Le journaliste Didier Bouillot raconte cette journée d'investigation. Le corps de Poincy-sur-Marne est peut-être l'une des clés de l'affaire Étier et c'est pourquoi le juge Thiel avance avec prudence. Cette nouvelle perquisition avait pour but de recueillir des éléments concrets afin de vérifier certains points concernant la découverte de ce corps et peut-être de faire la relation avec Simone Weber. La valise contenant le tronc était notamment lestée de parpaings d'agglo. La comparaison s'imposait avec ceux recueillis aujourd'hui à Rosières. Deuxième axe de recherche, l'un de ces parpaings portait une trace de peinture bleue. Le juge entend faire analyser un morceau de la toiture, justement, peint en bleu. Rien n'est laissé au hasard, car les expertises pratiquées sur le corps de Poincy n'ont pas encore permis de dissiper complètement le mystère. On en est seulement au début de l'instruction et le dossier totalise déjà une 50aine d'expertises sur divers échantillons glanés lors des perquisitions. Des traces de peinture bleue, trouvées sur les parpaings qui lestaient la valise, sont examinées par Loïc Leribaud, expert en micro-analyse. Il confirme que la composition de ces particules est la même que celle de la peinture sur la maison de Rosières aux Salines. L'expert trouve également des grains de sable, les mêmes que dans le jardin de Simone. Les policiers et le juge Thiel disposent donc maintenant de nombreux indices concordants et d'un morceau de corps qui pourrait bien être celui du malheureux Bernard Étier. Leur hypothèse, c'est que le meurtre s'est déroulé dans l'appartement rue de Strasbourg. Étier aurait absorbé à son insu un sédatif, comme le sirop Terralen, dont plusieurs bouteilles ont été trouvées durant les perquisitions. Simone aurait ensuite abattu la victime engourdie avec sa carabine 22 long rifle munie d'un silencieux. On imagine sans peine la suite. Les bruits suspects entendus par les voisins, le démembrement du corps à la meuleuse tronçonneuse, après que Simone a protégé le sol avec des sacs plastiques. Puis la tâche macabre consistant à faire disparaître les restes de Bernard Étier, entassés dans des sacs poubelles. Les plus petits sacs auraient simplement été déposés sur le trottoir avant le passage du camion poubelle de la municipalité, tandis que le tronc, plus volumineux, aurait été placé dans une valise avant d'être jeté dans la Marne. Mais toute cette histoire se décline au conditionnel. On n'a encore aucune preuve formelle. Le 26 janvier 1986, des prélèvements sont réalisés sur la meuleuse tronçonneuse. Elle présente effectivement d'infimes résidus d'origine humaine. Mais pas assez pour que cela constitue une preuve, ni pour qu'on puisse les attribuer à Bernard Étier. Un expert électrotechnicien, Patrick Bernard, confirmera que l'appareil a été entièrement démonté, pièce par pièce, et même lavé à grande eau. Ce qui pour ce genre d'appareil n'est vraiment pas une procédure banale. Mais là encore, rien de probant. 8 mois plus tard, Didier Bouillot, journaliste à Lorraine Soir, rappelle le 8 septembre 1986 que ni l'accusation ni la défense ne peuvent exploiter ce fait néanmoins troublant. Louée puis déclarée volée par Simone Weber, cette tronçonneuse avait été retrouvée dans la voiture de Bernard Étier entièrement nettoyée. 2 expertises ont permis d'y déceler de la poussière de pierre et une substance humaine qu'il reste à déterminer. Trop propre selon l'accusation, cette meule n'est désormais pas assez sale pour la défense, mais des deux côtés, c'est un élément nouveau à prendre en compte. Le magistrat instructeur Gilbert Thiel sait bien que sa tâche ne fait que commencer. Il n'est pas au bout de ses peines, avec une inculpée qui refuse tout aveu et qui ne supporte pas qu'on lui tienne tête. 35 ans plus tard, il le confiera au micro de France 2 avec une certaine ironie. Je l'ai interrogé à 77 reprises. Ça a pu être très orageux par moments c'était plus calme. C'est un peu comme un vieux couple à la longue. Le juge Thiel, en comparant leurs joutes oratoires aux disputes d'un vieux couple, mesure d'autant mieux le caractère ambigu de cette situation qu'il découvre au cours des auditions la vie sentimentale de Simone Weber. Simone et sa vie amoureuse, Simone et ses maris. Parallèlement à la recherche d'éléments matériels,
le juge se penche sur le passé de cette femme intrigante et il découvre bien des zones d'ombre. Dans le prochain épisode, nous découvrirons le passé sulfureux de Simone Weber. Une Simone dont le profil de petite dame inoffensive s'efface de plus en plus pour laisser la place à l'inquiétante silhouette d'une veuve noire, rusée, instinctive et agressive, qui a tissé sa vie comme une véritable toile d'araignée.